13h ce dimanche. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de ce journal. Les 110 ans de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire en présence du Premier ministre de la République, Robert Begré-Mambé. Une convention anniversaire qui a rassemblé 6000 personnes et à qui il a été demandé de jouer le rôle de moteur social dans le cadre religieux. 27 958, c'est le nombre de cas pour les concours scolaires tenus hier pour le CAP, le BT tertiaire, le BT industriel, le BTS tertiaire et le BTS industriel. 15 000 d'entre eux devraient être retenus pour intégrer les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et on parlera dans ce journal de la variole du singe, le Mpox, qui gagne du terrain au Nigeria avec 20 États de la fédération qui sont déjà touchés pour un nombre total de contaminations porté à 48. Les enfants de 0 à 5 ans seraient les plus touchés par l'épidémie. Bienvenue à tous. Nous recevons dans ce trésor le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes sur ce plateau pour nous informer de l'épidémie de la variole du singe, Mpox, épidémie qui, selon l'OMS, constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Combien de cas déjà à ces dates en Côte d'Ivoire ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 43 cas. Donc 43 cas confirmés de Mpox en Côte d'Ivoire. Alors professeur, c'est un problème de santé publique. Le sujet est important. Je vous propose de revenir tout à l'heure dans quelques minutes. Et à présent, on passe à l'actualité du jour. Merci. La religion, dans le rôle de moteur social dans notre pays, c'est le souhait prononcé par le Premier ministre à 6000 fidèles de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé présidait la cérémonie au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est une convention qui marque les 110 ans de cette église au service de la foi, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les fidèles à cette occasion formulaient des prières pour notre pays. On le voit dans ce développement de Franck Ouadio. Trècheville, le temple du sport dédié le temps d'une convention au temple de l'unité retrouvé au sein de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, finit le temps des remous, place à la cohésion et à la mobilisation des chrétiens pour ces 110 ans de célébration. Ils sont venus de toutes les contrées de Côte d'Ivoire et même au-delà, le Burkina Faso et la France entre autres, pour chanter et prier, mais aussi réaffirmer la réelle vision de l'Église qui porte bien son nom, méthodiste, celui qui pratique la parole. Dieu, qui est le Dieu de la réconciliation, le Dieu de l'unité, a mis tout en œuvre pour que nous puissions nous retrouver en ce jour béni avec nos frères, avec nos sœurs. Il est bon que nous puissions nous retrouver pour continuer l'œuvre à laquelle Dieu nous a confiée. C'est une œuvre magnifique d'évangélisation. Nous avons besoin d'être ensemble pour aller faire ce travail. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Cette convention est donc l'expression de ce vent nouveau, comme l'a rappelé le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Benjamin Boni, qui a salué la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Point d'orgue, la distinction de pionnier de l'action méthodiste, au nombre desquels le chef du gouvernement. Ce qui nous a aussi réjoui, c'est qu'au cours de cette célébration fraternelle et très engagée, l'Église a prié pour la nation ivoirienne, pour tous les Ivoiriens, les présidents, les vice-présidents, tous les membres du gouvernement, les hommes politiques, de sorte à ce que dans ce pays, la fraternité préside à tout ce que nous faisons dans la perspective d'une paix durable. Nous nous sommes réjouis aussi de ce que l'Église a retrouvé toute son unité. L'unité est une richesse qu'il faut préserver à tous les instants. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette cérémonie et nous remercions le président pour le don important qu'il a fait à l'Église. La convention de l'Église méthodiste cette année 2024 s'effectue dans un contexte particulier. Le retour à la maison de plusieurs responsables et de leurs membres dissidents, mais aussi le retrait de l'Église de Côte d'Ivoire de la Conférence générale méthodiste des États-Unis, conséquence de l'opinion tolérante de cette dernière envers la pratique de l'homosexualité.
C'est bientôt la rentrée scolaire. Les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont prêts à accueillir 15 000 nouveaux apprenants. Des élèves qui seront sélectionnés à l'issue d'un concours, un concours qui s'est tenu donc hier. 27 958 candidats se sont présentés à la composition. Le point de Ismaël Evradeo et Dangui Dangui. À peine 7 heures du matin, les candidats au concours d'entrée dans les établissements publics de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage arrivent, chacun à son rythme, dans la cour du lycée technique. Une vérification des salles de classe est faite dans un premier temps avant la phase de composition. Au menu, 4 épreuves: culture générale, mathématiques, anglais et français. Des phrases, il faut dire si c'est des phrases déclaratives. Pour moi, c'est abordable et je suis confiante. Je ne suis pas trop stressé, comme ça fait ma 10e fois de passer. C'est français et puis culture générale. Ce sont les verbes et puis bon. Venu s'assurer du bon déroulement des épreuves, le directeur de cabinet de la tutelle invite les candidats à aborder les épreuves dans la sérénité et la rigueur. Il y a environ 15 000 places qu'on offre, donc c'est à peu près la moitié des candidats qui seront retenus. Donc nous demandons aux candidats d'être sereins et de composer dans la quiétude, et on demande aussi aux surveillants d'être vigilants, parce que quand même nous sommes à des concours, et ces concours ont pour objet de sélectionner les meilleurs parmi tous ceux qui se sont présentés. Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien supérieur industriel et tertiaire sont les diplômes délivrés dans ces établissements. Pour cette année académique 2024-2025, il y sont 27 958 candidats en lice. Les résultats, quant à eux, sont attendus pour le mercredi 12 septembre 2024. Donc plus de 27 000 candidats pour un concours qui n'en retiendra finalement que 15 000. C'est significatif de l'ambition de la jeunesse pour la formation, des jeunes qui montrent de l'intérêt pour le numérique et l'entrepreneuriat, une opportunité de réalisation sociale et de développement des communautés. Et plus qu'un intérêt, c'est aussi un engagement pris dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. On le voit dans ce rapport de Jeanne Atoubé. C'est une grande première dans l'histoire des célébrations de la Journée internationale de la jeunesse. Pour la première fois, les jeunes dans les régions s'approprient l'événement. À l'exemple des localités de Bondoukou, Bangolo et Logoualé, où les festivités menées à cette occasion sont soutenues par l'Union européenne. Nous développons des programmes dans tout le pays. On va pouvoir mieux intégrer les préoccupations de la jeunesse et la voix de la jeunesse dans nos politiques et dans nos projets. À chaque localité, ses propres activités sur le thème de l'autonomisation des jeunes. À Bondoukou, ils sont 200 jeunes participant à des ateliers sur l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Une initiative de Yoff Sounding Board. Quand l'Union européenne a besoin de la voix des jeunes, c'est nous que l'Union européenne consulte. On fait des propositions au gouvernement, aux jeunes, à l'effet de régler tout ce qu'il y a comme difficulté, comme problème qui mine notre jeunesse actuelle. À Bangolo, dans la région du Guémont, ce sont 350 jeunes venus de plusieurs localités de cette région, réunis en conclave. Durant 3 jours, ils ont échangé autour des thématiques comme l'employabilité des jeunes et le numérique. Au final, l'élaboration d'un livre blanc pour faire entendre leur voix. À Logoualé, dans la région du Tonkoui voisine, c'est une conférence publique sur l'entrepreneuriat qui a réuni les jeunes. Ils ont exprimé leur intérêt pour l'aquaculture comme moyen de relèvement économique. Les jeunes espèrent des autorités locales et de l'Union européenne et des soutiens pour financer leurs projets. Ils sont désormais là pour vous aider à mobiliser vos ressources, à vous accompagner en matière de montage de vos business plans, à faire en sorte pour que vous puissiez, dans un laps de temps, créer vos différentes entreprises. D'une localité à une autre, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a été l'occasion pour les jeunes de démontrer leur engagement à être acteurs, participant au développement de leur communauté. Ils trouvent dans le numérique et l'entrepreneuriat une opportunité pour assurer leur propre devenir.
Avant de jouer un rôle actif dans la société, sont encouragés à l'excellence dans les études. Les meilleurs élèves issus de 4 établissements du primaire et du secondaire de la commune de Port-Bouët ont reçu des prix dans le cadre d'actions d'accompagnement des performances du système éducatif ivoirien. Olivier Kra et Franck Quadio. Ils sont plus de 1000 enfants à ce rendez-vous dédié à l'excellence. Après un mois d'activités socioculturelles de vacances, c'est le moment des récompenses. La cible, les 7 à 18 ans. C'est une idée de l'ONG ABK Éducation qui place la promotion de l'excellence au cœur de ses actions. Nous formons des enfants pendant les vacances. Et ces enfants-là, si c'est seulement l'école, ils peuvent fuir. Donc on met le jeu dedans. Et tout ça en termes de compétition. Notre objectif n'est pas encore atteint. Parce que l'objectif général de l'ONG, c'est d'éradiquer l'analphabétisme au niveau national. Au nom de mes camarades, je veux leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Pour la rentrée, nous comptons faire aussi du bon boulot, pour les remercier aussi. L'excellence en milieu scolaire, cette vocation de l'ONG est validée par les parents d'élèves. L'ONG permet de transmettre à nos enfants les valeurs morales et les principes d'éthique, afin qu'ils puissent affronter la rentrée scolaire avec plus de sérénité. Nous sommes là pour encourager le président Aboubakar Konaté. Chaque fois qu'il va persévérer, il doit savoir que derrière lui, M. Nguetia Alex a toujours été le parrain de cette activité. Il sera toujours là pour l'aider. Cette activité de l'ONG ABK Éducation, organisation créée en 2008, est à sa 15e édition. Et la rentrée des classes, c'est le 9 septembre prochain, une nouvelle année scolaire qui enregistre 3 nouveaux collèges dans la commune d'Abangourou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ce sont 3 collèges de proximité périurbains de base 4 classes donc par niveau entièrement équipés, nous dit Herman Yamia. 3 nouveaux collèges de proximité ouvriront à Abangourou dès cette rentrée scolaire 2024-2025. Il s'agit du collège Henri Konan Bédié à Abangourou, du collège de Yobo-Akro et de celui de Satikran. L'information a été donnée par le président du conseil régional de l'Indéné-Guablin au cours de la 2e session du conseil pour l'année 2024. J'avais annoncé l'ouverture de 5 collèges cette année pour rapprocher les élèves de leurs parents. 3 de ces collèges seront ouverts dans quelques jours à la rentrée scolaire de septembre 2024. Les 2 derniers apprendront à Fewa et Bangwa le seront au début de l'année 2025. Outre ces 5 collèges, Ouadia Essé annonce également l'électrification d'une dizaine de villages après un appel d'offres et la construction de plusieurs écoles primaires et centres de santé dans plusieurs localités de la région. En matière de routes, il faut noter que les axes routiers Abangourou-Bétier, Agnès-Satikran, Agnès-Dalo, Etiankro, Amiens-Kwassikro sont totalement reprofilés. L'axe Apronpronou-Kokonou est en cours de reprofilage. Représentant le préfet des régions à cette cérémonie, le préfet de Bétier a exhorté l'ensemble des conseillers régionaux à travailler en symbiose afin d'atteindre tous les objectifs qu'ils se sont fixés. La mise en œuvre de ces actions contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les différents projets annoncés par le président du conseil régional s'inscrivent dans le cadre du programme triennal de développement pour la période 2025, 2026 et 2027, dont le budget total s'élève à 11,6 milliards de francs CFA. Il ne reste plus que quelques jours pour achever les grandes vacances. Et même si l'on se prépare à la rentrée, nous vous proposons ce dimanche de replonger dans des souvenirs de vacances d'une génération à une autre. Les vacances d'hier à aujourd'hui, c'est un dossier proposé par Laure Goretti et Kader Sogodogo. Les vacances scolaires, le temps du repos chez les élèves après des mois d'études. Une période qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, les vacances scolaires sont abordées autrement par la nouvelle génération d'élèves, entre autres des colonies de vacances, des activités de loisirs et des voyages organisés en famille. Ce couple septuagénaire nous témoigne des vacances de son époque. Dans les années 1971, nos vacances étaient beaucoup plus champêtres et on allait aider les parents qui, en retour, nous versaient quelques per diem. Et ces per diem-là,
nous aidaient à faire ce qu'on appelle les booms, c'est-à-dire les soirées dansantes, les balles poussières. On était au village, aider les mamans à aller au champ, récolter les arachides, nettoyer les champs d'igname. Une façon de faire qui a duré longtemps sur plusieurs générations. Jeffari Ouattara, la quarantaine, se réclame aussi de ce type de vacances, cette fois avec un but différent. Nous autres, on n'a pas eu la chance des amendes maintenant. Nous sommes venus au village. Pendant les vacances, on se retrouvait au campement parce que les vacances coïncidaient généralement avec les récoltes pour aider les parents afin qu'ils puissent subvenir à notre scolarité, à la rentrée. Je me rappelle que la seule fois où il y a eu la chance d'aller passer les vacances en ville, c'était après l'obtention du BPC. Là-bas, j'ai pu découvrir les jeux vidéo, les salles de cinéma. Je peux dire que ça nous a apporté quand même cet amour des nôtres, cet amour de notre culture et cette volonté de participer au développement de notre localité. Ces anciens élèves ne nient pas l'existence depuis bien longtemps des colonies et camps de vacances qui n'étaient pas ouverts à toutes les bourses. Nous, à notre temps, les colonies de vacances, on voyait ça comme une affaire de petits blancs. Nous, notre colonie de vacances, c'est au champ. Ce sont nos amis qui venaient nous raconter les colonies de vacances. Dans les débuts de l'année 90, le premier député de Sataban Sokora avait organisé une colonie de vacances, mais c'était pour les meilleurs élèves de la localité. Donc, on pourrait dire que c'était vraiment pas à la portée de tous. Ici, c'est un camp de scouts musulmans à Boaké. Ils sont une centaine d'élèves venus d'Abidjan, de Lakota et de plusieurs autres villes de Côte d'Ivoire. On a beaucoup misé sur le divertissement des enfants, leur faire découvrir le plein territoire même de la Côte d'Ivoire. Âgés de 5 à 18 ans, pour la plupart, ils ont quitté leur famille pour la première fois. J'ai appris la culture générale, les jeux, les pratiques. Moi, je n'ai pas envie de partir à la maison. Parce que dans le camp, on fait des trucs où on ne fait pas à la maison. Cette ambiance illustre clairement la transformation des vacances scolaires au fil des années. Si ceux de la ville continuaient à venir au village pour découvrir de nouvelles choses au village, s'imprégner de leur culture, et que ceux qui sont au village, qui vivent d'habitude au village, partent vers la ville pour aller apprendre de nouvelles choses, je dirais que ça allait être positif. De façon totale. Au fil des ans, les vacances scolaires se sont structurées davantage autour des besoins de la société urbaine. Pour les sociologues, cela s'explique. Les vacances scolaires ont connu des changements quand on remonte dans l'historique. Donc, selon les années, les vacances scolaires se sont adaptées aux réalités tant climatiques, sociales, de la localité dans laquelle, ou de la région ou le pays dans lequel les vacances scolaires se déroulent. Dans le cas de la colonie de vacances, on quitte son cadre habituel pour un nouveau lieu. Et il n'y a rien de plus bon pour un enfant que des découvertes qui vont permettre aux enfants d'abord de se faire de nouveaux amis, mais de déceler des talents qu'ils n'avaient pas. Parce qu'on va apprendre aux enfants la peinture, la sculpture. Ils vont apprendre des choses nouvelles, mais en s'amusant. Ça va développer leur esprit de créativité, de se sociabiliser parce qu'ils seront avec d'autres enfants. Mais je suis d'accord, on doit préserver les valeurs. Il est probable que les prochaines années apporteront de nouvelles évolutions dans le développement des vacances scolaires à l'image des transformations continues de nos sociétés. Et voilà, les habitudes changent d'une époque à une autre. La probable cause, ça pourrait être les transformations liées aux défis socio-économiques, parmi lesquels le défi d'assainissement environnemental. Il est annoncé d'ailleurs une reprise des opérations du genre dans la commune d'Abobo dès demain, lundi 2 septembre 2024, sur le site de la casse d'Anador, une seconde phase de l'opération d'assainissement menée par la mairie d'Abobo, Ismaël Evradeo et Dangui Dangui. Déguerpissement de la casse d'Abobo. La mairie joue la fermeté devant la presse. On leur avait donné 48 heures. Les 48 heures passées, on a même ajouté 3-4 jours. Mais ils n'ont même pas voulu bouger. C'est pour cela que nous avons utilisé d'autres moyens. Donc, on va vider les magasins. On va se donner les moyens de rentrer en possession de tout ce qui se trouve dans les magasins. On va se donner les moyens. Et les moyens légaux. Cette fois-ci, si on prend vos marchandises, c'est non-retour. Qu'ils saisissent cette occasion-là. C'est 2 ou 3 jours pour déménager, pour achever leur déménagement. Selon lui, à compter du mardi 2 septembre 2024,
Une seconde phase d'assainissement de l'ancienne case d'Abobo à Nador sera menée sur 3 jours non-stop. Objectif de la municipalité, accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de l'assainissement du Grand Abidjan. À présent pour le nord de la Côte d'Ivoire, où se tient la lutte contre les migrations irrégulières. Elle s'accentue d'ailleurs par une campagne qui est ouverte à Korogo et le concours des responsables sociaux et communautaires est souhaité dans le cadre donc de cette campagne. Depuis la région du Poro, Ami Sissoko fait le point de 2 jours de sensibilisation. Il y a la mort. Moi-même, j'étais avec d'autres qui sont restés même dans le désert. Projection d'un film documentaire pour montrer la réalité de la migration irrégulière, réalisé avec des témoignages de migrants, et ce, en vue d'une prise de conscience. Le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sensibilise ainsi sur les dangers liés à la migration irrégulière des Ivoiriens. C'est la ville de Korogo qui a été choisie pour lancer la campagne de sensibilisation. Campagne qui vise à réduire la migration irrégulière à partir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je vous dis bien, c'est 2,5 millions de migrants annuels. Et évidemment, c'est alimenté par la sous-région. Mais Korogo est une des portes d'entrée de cette migration sous-régionale, d'où le choix aussi de Korogo. Et au-delà de cette migration, vous avez un taux d'étrangers assez élevé en Côte d'Ivoire qui fait à peu près 22% de la population. À cause de ces éléments, vous avez toutes les critiques formulées contre la Côte d'Ivoire comme étant un des pays qui nourrit vraiment à un taux très élevé la migration internationale, notamment la migration irrégulière internationale. Pour une sensibilisation efficiente sur la migration irrégulière dans le Poro, l'implication des autorités administratives, élus et cadres s'avère nécessaire, surtout celle des chefs traditionnels et communautaires. Respectés et écoutés, ils sont donc des vecteurs essentiels pour relayer des messages de prévention. C'est un sujet très important qui nous a permis d'être en même temps formés, parce que ça nous a éclairé sur beaucoup de choses. On va relayer l'information que nous venons de recevoir. L'Eldorado, c'est ici, ce n'est pas ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire et nous devons en profiter au maximum. Pour réduire la migration irrégulière à partir de la Côte d'Ivoire vers l'Europe, l'État multiplie les actions. Entre autres, la mise en place d'initiatives axées sur la sensibilisation, la formation, la réinsertion durable avec l'Agence Emploi Jeunes et le programme de lutte contre la fragilité de la zone nord. Cette campagne va s'étendre sur 3 ans. Voilà, l'Eldorado, c'est ici. Du tourisme à Boundiali. Il faudra y penser désormais. La ville entourée de 3 collines a désormais ses réceptifs agréés par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit d'agréments techniques, d'autorisation d'exploitation et de licences d'exploitation, ce qui certifie les lieux d'hébergement et de restauration de Boundiali. Soro Corona. Repositionner la destination Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations les plus attractives d'Afrique avec 5 millions de visiteurs internationaux à l'horizon 2025. Tel est l'objectif du ministère du Tourisme et des Loisirs. L'atteinte de cet objectif passe par le respect de la réglementation en vigueur dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. À Boundiali, dans la région de la Bagoué, 12 hôteliers et restaurateurs ont reçu leurs agréments techniques, autorisation d'exploitation et licence d'exploitation. Cette remise en cadre avec la volonté du ministre Siandou Fofana de créer des conditions pour faciliter la délivrance des documents. Lorsque vous rentrez dans un business, la première sécurité, c'est de vous déclarer, de vous faire connaître vis-à-vis de la réglementation qui régit ce secteur-là. Le ministre Siandou Fofana a jugé bon de prendre ces mesures facilitatrices pour permettre à la majorité de se conformer. Des actes administratifs qui leur permettent d'exercer en toute légalité. Aujourd'hui, je suis très content, très fier parce que nous avons eu nos documents pour exercer nos domaines d'hôtellerie dans la légalité. À côté de ces actes administratifs, les opérateurs économiques sont invités à se procurer le certificat de sécurité incendie. Certains opérateurs qui essaient d'installer des caméras de surveillance. Le plus gros volet, c'est l'incendie. Quand ça survient, tout l'investissement est parti. Nous interpellons les uns et les autres à venir se procurer ce document. Cette cérémonie est couplée à la présélection du concours de cuisine régionale en prélude au Festival national de gastronomie ivoirienne. La Côte d'Ivoire, comme nous le savons, a plus de 62 ethnies. Les mets ivoiriens même sont
un produit d'appel touristique. Les premiers de la cuisine traditionnelle et moderne se retrouveront à San Pedro le 12 septembre prochain pour la finale nationale de ce concours culinaire. De nouveaux prêtres pour le département de Niakara. Ils ont été présentés à la communauté catholique d'Arikoka. Les pères Koné Parfait et Touré Fabrice s'engagent à propager avec loyauté la bonne nouvelle dans tout le pays Tagbana. C'est le reportage de Soro Corona. Koné Douglan, Parfait et Touré Aimé Fabrice, nouvellement ordonnés prêtres de l'église catholique, présentés à la communauté chrétienne du village de Arikoka dans le département de Niakara. Une messe d'action de grâce pour les deux élus de Dieu afin de traduire leur reconnaissance au Créateur. L'officiant, par un passage tiré du livre de Saint Jean, exhorte les deux prêtres à servir Dieu et son peuple avec loyauté, engagement et dévouement sans rien attendre en retour. Message bien perçu par Koné Parfait et Touré Fabrice qui s'engagent à travailler à l'évangélisation du peuple tagbana en particulier et de toute l'humanité en général. La suite du ministère donné par le Seigneur, parce que c'est lui qui envoie en mission et c'est lui qui nous donne aussi les moyens. Nous mettre à la suite du Christ, comme lui-même, il nous a exhortés de nous mettre à sa suite et à travers lui de nous mettre au service de nos frères et sœurs. Une messe d'action de grâce en présence du clergé catholique de Niakara, de la communauté religieuse, amis et connaissances. Les parents et cadres d'Arikoka expriment leur joie de voir leur fils faire l'œuvre de Dieu au niveau national. C'est un nouveau prêtre qui vient d'être ordonné, c'est un sacerdoce. Ce sacerdoce, nous savons qu'ils auront la force nécessaire pour conduire notamment tous ces brebis, ce peuple de Dieu, vers de vrais pâturages. Chaque fois qu'il y a un prêtre qui vient, c'est pour nous une occasion de rapporter la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de cette opportunité, de cette occasion. Avec les pères Koné Parfait et Touré Fabrice, le village d'Arikoka compte aujourd'hui 4 serviteurs de Dieu. Le département de Niakara enregistre 30 prêtres catholiques. À présent, comment se déroule la 15e édition du trophée Dominique Ouattara? Pour cette saison, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa concerne 71 localités de la Côte d'Ivoire, parmi lesquelles la ville de Sikansi, où 8 équipes sont en compétition. Patricia Omouetia. Ce tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté du trophée portant le nom de la première dame Dominique Ouattara, est destiné aux enfants de 7 à 15 ans. L'objectif est d'occuper sainement la jeunesse durant la période des vacances. Il n'y a eu aucun carton de distribué, il n'y a eu aucun geste déplacé et je voudrais vraiment rendre hommage aux athlètes, aux organisateurs parce que mon souhait en venant ici, c'était de voir cet esprit et c'est ce que j'ai vu. Donc à mon sens, l'objectif est largement atteint. Le premier magistrat de la commune de Sikansi a tenu à remercier la première dame de Côte d'Ivoire qui a initié ce tournoi à travers sa fondation Children of Africa. Il a donné le coup d'envoi devant les 8 équipes en compétition. L'équipe de Sikansi a remporté la coupe. Plusieurs lots ont été distribués aux équipes qui ont compéti au thème de la finale de la 15e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa du trophée Dominique Ouattara. Et cette page noire qui annonce le décès de Souleymane Bamba, dit Sol Bamba, à l'âge de 39 ans, l'ancien footballeur international ivoirien, par ailleurs directeur technique du club turc Adanaspor, aurait succombé à la suite d'une lutte contre le cancer. Le samedi 31 août, Souleymane Bamba, formé au club Paris Saint-Germain en France, a défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années au poste de défenseur central. Il aura participé à 3 CAN et 2 Coupes du Monde avec les éléphants de Côte d'Ivoire. La guerre en Israël, entre Israël et le Hamas est toujours dans l'actualité internationale. Les familles des otages sont en colère après la découverte ce dimanche de 6 corps des captifs du 7 octobre dernier. Les familles appellent à une grève générale dès demain lundi. Les corps de ces 6 otages israéliens ont été découverts dans le tunnel du Hamas, un tunnel lors d'une opération dans la nuit dernière, donc la nuit de ce samedi à dimanche à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Et nous parlons de l'épidémie de Mpox qui évolue au Nigeria. La variole du singe est désormais présente dans 20 États de la Fédération et Abuja, la capitale, n'est pas épargnée. Pour un nombre total de contaminations porté à 48, les enfants de 0 à 5 ans seraient les plus touchés par cette épidémie au Nigeria. La résurgence du Mpox, nous consacrons le magazine du dimanche à cette situation d'urgence sanitaire internationale. Le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, est sur ce plateau. Professeur, rebonjour. Vous annonciez tout à l'heure 43 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Quel est le détail de la situation sanitaire dans notre pays? Bonjour. En effet, nous avons 43 cas confirmés. Dans les 43 cas, nous avons 41 cas qui ont été confirmés de manière biologique, car en Côte d'Ivoire, pour déclarer le Mpox, c'est la biologie qui confirme, et on a 2 cas qui sont comptés par lien épidémiologique. Mais dans ces 43 cas, nous avons 17 guéris et malheureusement un décès. Ce qui fait que nous avons en Côte d'Ivoire actuellement 25 personnes qui sont atteintes de Mpox et qui sont sous surveillance. Je vous rassure, ces 25 personnes... Donc 25 cas actifs? Oui, 25 personnes qui sont malades et qui sont actuellement dans nos services de santé et qui sont sous surveillance. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de cas confirmés de manière biologique. Est-ce qu'on peut être plus clair? Il s'agit de dépistage? Comment ça se passe? Quand nous avons dans notre système différentes... une classification en termes de cas probables, cas suspects et cas confirmés. Nos équipes sur le terrain qui font la surveillance épidémiologique du Mpox prélèvent les cas suspects et après, la confirmation se fait au laboratoire par un examen qu'on appelle la biologie moléculaire, qui s'appelle la PCR, qui dit effectivement si la personne suspecte a ou n'a pas le Mpox. D'accord. Et vous parlez tout de suite de prélèvement de cas suspects. Quand on parle de prélèvement, donc il y a des signes qui pourraient, des symptômes apparents ou non. Absolument. Les Mpox. Comment ça se manifeste? On a un Mpox de la fièvre et des éruptions cutanées. C'est qui commence sur les faces palmaires et plantaires. Palmaires, plantaires, les mains et les pieds. Et sur les pieds. Okay. Et aussi sur le visage. Nos équipes sont formées pour dépister le Mpox. C'est-à-dire que dès qu'une personne a ce type d'éruption, nos équipes font le prélèvement et envoient l'échantillon au niveau de l'Institut Pasteur pour la confirmation du cas. D'où la notion de cas confirmé. D'accord. Et il n'y a pas de confusion avec la varicelle. C'est le même préfixe, mais oui. Les mêmes manifestations également. Vous savez, les équipes sur le terrain prélèvent ce qu'il y a à prélever. Mais je voudrais ici rassurer les populations. Nous préférons avoir des varicelles qu'on prélève que des Mpox qu'on rate. Donc nos équipes sur le terrain, ils prélèvent ce qu'ils considèrent comme un cas suspect, selon nos définitions, et ils font les prélèvements, et après nous confirmons cela au niveau du laboratoire. Donc pour tout cas de fièvre ou d'éruption cutanée, il faudrait se rendre tout de suite dans un centre de santé? Absolument. Même si l'on suspecte que ce soit bénin, tout simplement? Oui, mais il faudrait aller dans un centre de santé dès que vous avez les signes tels que la fièvre, accompagnés ou non d'éruption cutanée, parce que nous pouvons prendre en charge. Et je voudrais rappeler ici que la prise en charge du Mpox est gratuite. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dans tous les centres de santé publique. Absolument. D'accord. On parle dans les médias internationaux de nouvelles souches qui circulent dans le monde. Est-ce que c'est la même souche ici en Côte d'Ivoire? Et quels sont les foyers également de contagion? Dans quelle zone circule le virus? Mais avant, je voudrais d'abord dire que dès qu'on a eu l'information du Mpox en Afrique, c'est-à-dire avant la déclaration du 14 août, oui. Le ministère de la Santé a pris les dispositions pour pouvoir contenir cette maladie. Et on a réuni ce qu'on appelle un comité de veille, dirigé par M. le ministre de la Santé, qui nous a donné les instructions fermes pour faire en sorte que l'épidémie soit contenue. Et contrôlée. Dans notre pays. Aujourd'hui, comme je dis, nous avons 25 cas. Actifs? Vous dites actifs, qui sont malades, 25 personnes malades qui peuvent contaminer. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont sous traitement et sont suivies par nos équipes sur le terrain.
Dans le cas du Mpox, ce n'est pas la Covid. Il n'y a pas cette contamination générale, oui, qui est par les airs. Mais aussi, je voudrais indiquer que la contamination se fait par contact. Okay. Contact avec les pustules, avec les croûtes des malades. Mais aussi, donc, tout contact avec un malade peut entraîner, mais n'entraîne pas obligatoirement, mais peut entraîner le Mpox. C'est pour cela que nous faisons le suivi de nos malades et le suivi de ceux qui ont été en contact avec les malades. Et on se pose la question d'ailleurs, ces 25 cas qui sont toujours actifs, est-ce qu'ils sont circonscrits dans un même secteur ou ils sont répartis sur le territoire? Non, nous avons, le territoire est divisé en districts sanitaires. Aujourd'hui, nous avons environ une dizaine de districts sanitaires qui ont déclaré un cas de Mpox. Mais je prends le cas du district de Tabou, où on avait un cas qui était déclaré, mais le cas est guéri, donc le foyer s'est éteint. Nous avons de nombreux cas, mais sont des cas, les 25 cas sont des cas isolés. Isolés, d'accord. Et qu'on prend en charge. Donc les risques de contamination sont réduits, vraiment très réduits. Nous avons la localité de Dianra, où il y a eu plus de 9 cas. Oui. Dianra est un cas particulier dans notre... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? En fait, c'est une zone où il y a des mouvements de population avec certains opérateurs clandestins et des commerçants. On a eu le premier cas qui a malheureusement contaminé sa femme et sa fille. Okay. Et ensuite, le cas s'est déplacé dans une autre région, dans un autre village, qui a contaminé l'autre village. Okay. Mais le ministère de la Santé a fait une mission sur Dianra, une mission pluridisciplinaire, avec des épidémiologistes pour le suivi et la surveillance et le suivi des contacts, et des infectiologues, pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. Et nous sommes allés à Dianra, nous avons vu, et nous avons fait le parcours des victimes. Il se rend compte qu'aujourd'hui, Dianra est sous contrôle. Nos équipes sur le terrain ont bien maîtrisé la situation. Et le virus s'est éteint dans cette zone? Oui, c'est éteint, mais on a encore des cas sous surveillance. D'accord. Mais c'est dans la bonne dynamique. Très bien. Vous avez tout à l'heure parlé de mesures demandées par le ministère de la Santé pour endiguer donc, le mal. Quelles sont les mesures exactes? Le premier travail que le ministre nous a demandé, c'était d'abord d'élaborer un plan de riposte avec différentes composantes. Qui se décline avec différentes composantes, notamment la composante surveillance épidémiologique et surveillance des cas. Une composante prise en charge, une composante laboratoire, une composante sensibilisation et une composante prise en charge psychologique. Et la sensibilisation? Mais le ministre, si vous permettez, le ministre a mis le point sur la surveillance épidémiologique qui est essentielle pour réduire les contaminations. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est contaminé, si on arrive à le détecter, à l'isoler, à le prendre en charge, le foyer s'éteint immédiatement. Alors si c'est si simple, pourquoi il faut interdire la consommation de viande de brousse? Quel est le rapport? Oui, merci. Parce que nous avons, nous, en Côte d'Ivoire, vu que plus de 40 à 50% des personnes qui ont le Mpox ont eu un contact avec les rongeurs, avec les rongeurs, soit par manipulation, soit par cuisson, soit par consommation de ce qu'on appelle des petits rongeurs. C'est pour cela qu'il n'est pas conseillé aujourd'hui de toucher les animaux morts, de d'épaisser de la viande de brousse, ni de faire cuire la viande de brousse. D'accord. Et sur ce point, je vous propose de suivre cet élément de Didier Nguessa. 6 cas de variole du singe ont été enregistrés à la date du 31 juillet par les services sanitaires. Il s'agit d'une maladie virale transmise par des animaux infectés ou par le contact direct ou indirect avec le sang ou le fluide corporel de personnes infectées. Le ministère de la Santé a pondu un communiqué annonçant plusieurs mesures, notamment la prise en charge gratuite des patients et l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique logé à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Un cas de guérison a été confirmé par l'INHP et les mesures de prévention sont vivement recommandées aux populations. La variole du singe se guérit dans la plupart des cas si le patient est pris en charge rapidement. Toutefois, les personnes à risque sont susceptibles de présenter des formes graves de la maladie. Professeur, dans ce reportage,
On voit bien que des personnes arrivent, qui sont entrées en contact avec des rongeurs, ont pu contracter la maladie. Nous sommes dans le cadre d'une zoonose, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau donc, du ministère, quels sont les foyers de l'épidémie qui ont pu être enregistrés? Dans le cas de zoonose, on sait qu'il s'agit de localités rurales. Oui, nous notons que la plupart de nos cas sont en zone périurbaine ou en zone rurale. On n'a pas vraiment encore de cas urbains. On a des cas dans la zone périurbaine et dans les zones rurales. Donc quand on parle de Yopougon, c'est exactement oui, mais c'est Yopougon, mais ce n'est pas Yopougon-ville, c'est Yopougon dans les villages qu'il y a autour de Yopougon. Environnant, ok. Ah ouais, environnant. Donc c'est pour dire que quand nous on dit Yopougon, on parle du district sanitaire de Yopougon. Donc cela veut dire que ce n'est pas à Yopougon partout, mais c'est dans une localité de Yopougon qui nous permet, bien sûr, de dire que notre épidémie est localisée. D'accord. Et aujourd'hui, même dans ces zones reculées, nous avons du personnel qui permet à la fois de faire le diagnostic, puisqu'on l'a fait, et aussi d'isoler et de faire le traitement. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait penser que la situation n'est pas si alarmante que ça? La situation est sous contrôle. Sous contrôle. C'est-à-dire que le ministère de la Santé a mis ensemble tous les éléments grâce au comité de veille avec, d'un côté, l'INHP, le service de maladies infectieuses de Trècheville et l'Institut Pasteur. Ceux mis ensemble, chacun dans son domaine, fait en sorte que la maladie n'évolue pas. Je voudrais dire aujourd'hui, même les 25 cas que nous avons sont des cas qui sont très modérés et normalement, ce sont des cas qui ne doivent pas se compliquer. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, on est plus dans la gestion en ce moment des cas actuels, ce qui fait que la maladie évolue, je vais dire tout doucement ou à peine. On a la gestion donc des cas, des symptômes, donc la gestion symptomatique de ces cas-là, mais aussi des moyens de prévention qui sont mis en place. Donc sensibilisation, vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait être dans un cas comme dans la situation de Covid-19 où on a eu la vaccination obligatoire ou même le confinement des populations? Non, je ne pense pas qu'on soit dans cette situation de Covid-19. Il n'y aura ni confinement, je ne pense pas qu'il y aura un confinement. Je ne pense pas que la vaccination sera obligatoire, puisque la vaccination est réservée aux personnes à risque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les personnes qui sont en contact avec les animaux, notamment la santé animale, et aussi les personnes qui sont en contact avec les malades. Ce sont ceux qu'on doit pouvoir vacciner si on a les vaccins. Et les vaccins sont-ils disponibles déjà en laboratoire? Les vaccins sont disponibles en Afrique. Approuvés? Oui, nous avons le ministère de la Santé, avec le ministère de la Santé, est à la recherche de vaccins. Et nos partenaires nous ont promis des vaccins, une certaine dose, pour pouvoir contenir l'épidémie dans les zones où ça devrait flamber, et surtout protéger le personnel de santé et le personnel de la santé animale aussi. Et ces zones où ça pourrait flamber, est-ce que vous les avez identifiées déjà? On avait cru que Diarra allait flamber, mais la mission a montré qu'avec des petites mesures, l'explication des directives que nous avons a permis de contenir dans Diarra. Et aussi, on s'est rendu compte que les populations connaissaient déjà la maladie. Donc, un peu de sensibilisation, on parle aux populations, et on se rend compte que les populations elles-mêmes arrivent à se protéger contre cette maladie. Vous avez dit que les populations connaissaient la maladie, donc c'est un mal qui ressurgit. Oui, c'est une maladie qui est en Côte d'Ivoire depuis le premier cas décrit en 70. Donc c'est une maladie qu'on connaît, donc on sait comment la prendre, comment se prémunir. Ce n'est pas comme la Covid-19. D'accord, qu'on ne connaissait pas et qui était un mal nouveau mondial. Vous avez tout à l'heure parlé de mal qui ressurgit. Est-ce que vous avez des zones où le mal est vraiment accentué, des populations à risque qui ont de mauvais gestes? Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux populations pour se prémunir contre ce mal? Il n'y a pas de zone qu'on va cibler qui est susceptible d'avoir le Mpox. Le Mpox, c'est une maladie endémique en Côte d'Ivoire qui est liée essentiellement, pour nous, à la manipulation d'animaux sauvages. Contact avec des animaux sauvages. Donc, tous ceux qui sont en contact avec des animaux sauvages pourraient éventuellement l'avoir.
Mais tous ceux qui sont en contact ne l'ont pas forcément. Ce qui nous amène à dire que nous pensons qu'aujourd'hui, le Mpox en Côte d'Ivoire, c'est vrai, est une urgence en santé publique. Les moyens sont mis par le ministère de la Santé, le ministère des Ressources animales et le ministère des Eaux et Forêts. Ensemble, nous travaillons pour qu'on puisse informer les populations et les protéger contre ce risque-là. D'accord. Merci, professeur. Nous avons consacré ce dimanche magazine au Mpox, donc la variole du singe. Nous étions en compagnie du directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, qui annonçait tout à l'heure en Côte d'Ivoire la situation du Mpox. 43 cas confirmés, 17 cas guéris, 1 décès et 25 cas toujours encore actifs dans le pays. Merci de nous avoir suivis. C'était le dernier point de ce journal.